Coucou Claudia, Coucou Elodie. on se retrouve aujourd'hui pour une autre exploration dont tu ne connais pas le sujet. Non. Voilà, et, je continue, nous rappelons aux personnes qui nous suivent que si elles ont des sujets à nous suggérer, c'est avec Bah grand oui, plaisir. Faut pas hésiter à le faire hein, en qu'elles commentaire. hésitent pas, ouais. Ouais, Hmm. ouais. Très bien, moi écoute, si tu es prête, je te laisse Ouais. t'installer confortablement. Tu respires profondément dans un mouvement ample, un mouvement de plus en plus ample, calme et tranquille. Tu perçois l'espace de la pièce dans laquelle tu te trouves. Tu perçois l'espace qui se trouve à l'intérieur de toi. Tu te centres avec la respiration. Tu t'alignes dans tes fréquences, tes vibrations, de l'esprit, du cœur, du corps. Tu t'installes confortablement au plus profond de toi, en ton sein, présente, souveraine, dans ton royaume. Tu goûtes à ta lumière originelle, cette étincelle, cette authenticité, cet infini en toi. Et c'est depuis cet état-là, Claudia, que tu as accès à toutes les ressources profondes, tes qualités, toute l'énergie dont tu as besoin. Tout est là. C'est toi qui module, c'est toi qui génère, c'est toi qui produis. Tout ce qui t'est utile et agréable pour faire ce voyage, cette exploration dans un état de neutralité, de stabilité émotionnelle, de ce qui t'est idéal. Tu respires profondément et je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, Claudia, tu te connectes au venin d'une abeille. 1, 2, 3. Dès que tu perçois quoi que ce soit, je t'écoute. Alors, la première chose qui vient, c'est la survie. C'est vraiment le venin de l'abeille, c'est sa survie à elle. Enfin, c'est sa D'accord, survie. C'est vraiment même le dernier recours. d'accord. Autre chose que tu perçois plus précisément encore? Non, enfin, il y a des informations. Enfin, ça fait partie d'elle. C'est quelque chose qui est je perçois comme quelque chose de en conscience. Il y a beaucoup de conscience et de d'interaction. Voilà, c'est pour ça qu'en résumé, c'est ça, ça fait partie d'elle. D'accord, ok, Mm. Oui, puisque ça l'amène à la mort et donc du coup, c'est très, oui, c'est en conscience, c'est ça. ok. Pourquoi ce venin, une fois qu'elle qu'elle pique, que son daim reste dans la personne qui a été piquée ou l'être tout simplement qui a été piqué, pourquoi est-ce que ça entraîne sa mort?
Alors, ce que j'observe, c'est que il y a eu à la création de ce type d'animal Mhm. plusieurs expériences qui ont été menées en ligne et ça, c'en était une. Et en fait, les autres n'ont pas perduré et celle-ci, oui. Qu'est-ce qui fait que celle-ci a perduré, contrairement aux autres? Qu'est-ce qui a permis à celle-ci de perdurer? Ah, euh, oui, j'étais partie voir pourquoi les autres n'avaient pas perduré. Qu'est-ce qui a permis à celle-ci de perdurer? Euh, alors, ce qui vient, c'est la régulation du nombre, la Mhm. régulation de la quantité. Ce que je vois d'autre aussi, c'est des concours de circonstances, parce qu'il y a eu des incidents sur les autres expériences qui ont fait qu'elles ont été du coup arrêtées. Donc voilà, c'est surtout un concours de circonstances, d'après ce que je vois là. Ok. Pour l'équilibre du vivant, quel est le rôle de l'abeille dans cet équilibre du vivant terrestre? Alors, je la vois comme une espèce comme un maillon. Enfin, je la vois être un maillon dans une chaîne, dans la Mhm. chaîne du vivant. C'est un des maillons, mais un des éléments de base qui permet de maintenir l'équilibre. L'équilibre dans tout ce qui est mouvement de la vie. Le fait qu'il y ait du renouvellement des saisons, qu'il y ait des renouvellements d'espèces. Donc, c'est un des maillons essentiels ben, du maintien de la vie telle qu'elle est aujourd'hui, quoi, dans le mouvement. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux aller encore plus précisément dans cette observation, c'est-à-dire cette spécificité liée à l'abeille, l'incarnation en tant qu'abeille, qui apporte quelque chose de primordial au vivant, en tout cas dans son Ben, fonctionnement actuel? alors, en plus d'être un maillon d'une chaîne, c'est comme un élément d'un puzzle. Alors, ça veut peut-être dire la même chose au premier abord, mais ce que je vois, c'est différent, c'est que ça s'inscrit dans une cohésion où chacun est à sa place et à son rôle. Mhm. Euh, comment expliquer ça? Bah, ouais, c'est comme si c'était un puzzle et que le fonctionnement de la vie telle qu'on la connaît en ce moment est défini et enfin soumis à l'intégrité du puzzle. C'est-à-dire que si on enlève une pièce, le puzzle s'écroule en fait. Il n'y a plus rien qui fonctionne. D'accord. Est-ce que toute forme de vie appartient à la composition de ce puzzle ou pas? Ou est-ce que c'est Non. des espèces en particulier ou autre chose? Qu'est-ce qui constitue ce puzzle? Essentiellement la vie physique. euh, pour tout ce qui est euh, bah oui, pour tout ce qui est matière en fait, pour tout ce qui est physique. Ok, donc dans ce puzzle, on trouve les abeilles. Oui. Est-ce qu'on y trouve l'homme? Alors l'homme, il peut y être ou ne pas y être en fait. Euh, c'est pas vraiment une pièce du puzzle, c'est comme une espèce de... Alors pour garder l'image du puzzle, c'est comme une espèce de vernis sur le puzzle. C'est-à-dire qu'il peut avoir une influence, par exemple en détruisant une pièce,
comme il peut très bien être en harmonie avec le puzzle s'il ne détruit rien. Ok. Est-ce que la technologie fait partie de ce puzzle? Non, pas dans ce que je vois dans le mouvement du vivant, non. Ok. Ok. Donc dans le mouvement du vivant, tu perçois les abeilles, est-ce que tu perçois d'autres formes de vie que tu identifies clairement et qui constituent ce puzzle, qui sont aussi importantes que les abeilles? Alors en fait, c'est que chaque pièce est importante parce que si on en retire une, ça déséquilibre tout le fonctionnement de cette zone-là. Hmm. Après, ce que je vois, c'est que on peut parfois enlever, retirer une pièce et ou déformer une pièce et que le reste se reforme de façon différente. C'est-à-dire il y a des fois des possibilités d'adaptation, d'adaptation du vivant pour essayer de recréer un équilibre C'est comme ou un moins mauvais déséquilibre. c'est comme une réorganisation des pièces du puzzle ou Alors, est-ce qu'ils vont c'est constituer une pas une nouvelle pièce? oui, voilà, ça modifie chaque pièce en fait. Par exemple, si on retire les abeilles, il va y avoir nécessité, pour pas que le système s'écroule, de modifier, par exemple, la possibilité de pollinisation. Enfin, il n'y a Ok, pas que les abeilles qui pollinisent, mais si on retire les pièces du puzzle qui concernent la pollinisation par les abeilles, il va falloir une réorganisation pour une pollinisation possible par d'autres biais. d'accord. Ok, c'est quoi ces billets? Est-ce que ce sont des billets qui sont naturels? Est-ce que ce sont des billets artificiels? Ah bah, les 2 sont possibles, là, par exemple, l'intervention de l'humain peut, avoir un impact. C'est-à-dire que l'humain peut accélérer certains processus naturels ou développer, créer des processus non naturels. Ok. La vie trouve toujours un chemin? Alors la réponse que j'entends, c'est oui, avec, certaines limites. Lesquels? Bah, alors la limite, ultime, c'est l'explosion, par exemple, de la planète. Effectivement. Heu Après, bah là, ce qui est présenté, les images que je vois, ce sont les destructions successives qui ont eu lieu sur la Terre et où la vie a continué. Pas de la même façon, sous d'autres formes, de façon moins importante parfois en termes de place, de nombre, enfin mais qui a quand même perduré. D'accord. Très bien. J'ai lu dans un article qui date du 27 juillet 2025 que le venin d'abeille avait la capacité de d'annihiler les cellules cancéreuses du sein, concernant le cancer du sein. Connecte-toi à cette information, Claudia, et dis-moi ce que tu en perçois. Alors, je vois qu'effectivement, je vois des boîtes de pétri, donc je vois que dans des expériences qui ont été menées in vitro, effectivement, je vois agir le venin sur les cellules cancéreuses, oui. Mais par contre, ce que je vois, c'est que in vivo, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas aussi déterminant, enfin aussi catégorique, aussi facile.
il y a tout un. En fait, le corps humain est un espèce enfin de cosme, de microcosme qui, qui a tellement de paramètres qu'il y a plein de facteurs qui influencent cette capacité-là dans un sens ou dans un autre. Hmm. Ok. À l'heure actuelle, est-ce que l'utilisation du venin d'abeille contre le cancer du sein, est-ce que c'est où on en est en fait? Est-ce que les expériences sont menées uniquement en laboratoire sur des souris? Est-ce qu'on a déjà testé sur l'homme? Alors oui, ce que je vois, c'est qu'il y a des expériences qui sont menées sur des femmes, en l'occurrence, et pas des hommes. Là, je vois plutôt des femmes. Oui, quand je disais homme, je voulais Euh, dire humain. Hmm. euh, Parce que je vois effectivement, c'est par des injections. Ils injectent à travers le sein, au plus près des zones touchées. Et que se passe-t-il observe sur un cas en particulier? Il y a beaucoup d'échecs. L'échec qui se solde par quoi? Est-ce qu'il y a euh, est-ce que ça aggrave? Qu'est-ce qui se passe? Non, alors attends. Non, ça n'a pas d'aggravation. Enfin, ça n'a pas d'aggravation. Euh, il y a une réaction des cellules face à cet agresseur, on va dire. Euh, alors, on peut pas considérer que c'est vraiment une aggravation, mais effectivement, là, ce que j'observe, c'est que c'est comme si ça donnait la capacité aux cellules de se protéger un peu plus, de s'isoler un peu plus. Mais c'est pas systématique, hein, c'est pas dans tous les cas. En fait, c'est comme si, oui, c'est ça. C'est en fait chaque personne fonctionne et réagit différemment d'une autre. Et du coup, l'expérience donne des résultats différents selon les personnes. Ok, on en est là pour le moment. Trop aléatoire, quoi, le résultat. Oui. Alors là, ce que je vois d'autre, c'est une autre sorte d'approche. Mhm. Là, l'approche, elle n'est pas en première intention, on injecte et on voit ce qui se passe sur la patiente. Là, la première intention, c'est on gère la patiente dans sa globalité. Donc, on amène la patiente à être plus résiliente, plus positive, plus, comment dire, euh, moins abattue face à sa maladie, plus autonome, euh, elle se prend en main, mais dans tous ses aspects émotionnels, physiques, euh, énergétiques. Voilà. D'abord, il y a ce travail-là que les patients doivent faire. Mhm. Non, tiens, là, je vois un homme, tiens d'ailleurs, que ces Mhm. patients doivent faire. Et ensuite viennent là, il y a plusieurs essais qui sont faits. Il n'y a pas que des injections, il y a aussi je vois des massages, donc des seins, avec une espèce de baume euh, qui contient les éléments actifs de, du venin, en fait. Ok, ok. Et comment ça réagit sur le plan physique lorsque tu vois ce baume être appliqué? Alors, selon les personnes, selon l'état vibratoire de la personne, on va dire, hein, pour résumer, il y a une potentialisation, il y a une augmentation euh, du pouvoir de la substance.
En fait, la substance devient une aide Mhm. pour tout le processus qui est à l'œuvre dans le corps de la personne. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le venin des abeilles, pour être à ce point efficace sur des cellules cancéreuses? Est-ce que ça Euh, vibre, ce venin? oui, alors c'était ce que je voyais, c'est que c'était en lien avec sa vibration, avec sa fréquence vibratoire. En fait, alors je te dis ce que j'entends, c'est killer. Killer, qu'est-ce que c'est? Oh, enfin, il y a un mot devant que j'arrive pas à traduire. Ce sont des molécules tueuses et qui ont donc la capacité euh, bah, de tuer les cellules qui sont dégénérées, en fait, les cellules cancéreuses. Mais c'est pas. Oui, alors. Oui, ok, si, si. C'est une cellule qui a muté, en fait, on va dire. Ils ont la capacité de d'inactiver, d'annihiler, enfin de détruire. Oui, c'est ça, en fait. Oui, elles sont détruites. Les cellules qui ont muté, qui ne sont plus saines. Ok. Alors, comment est-ce que le venin des abeilles, qui est propre aux abeilles, a la capacité de d'identifier une cellule saine dans le corps humain, d'une cellule qui n'est pas saine? Alors, je vois deux choses. Les cellules non saines, elles sont comme éteintes au niveau Mhm. lumière, niveau vibratoire. Et il y a une autre chose qui vient, c'est d'extrogir et l'évogir. Ça tourne pas dans le même sens que le sens de la vie. Ok, d'accord. C'est-à-dire que ce venin, est-ce qu'il peut s'attaquer à n'importe quelle cellule dégénérative C'est ça. non saine? C'est ce, c'est ce que j'ai vu, voilà. C'est une cellule qui est dégénérée, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que tout à l'heure j'hésitais parce que je disais, j'allais dire c'est pas seulement pour le cancer, mais en fait, voilà, c'est une cellule qu'elle soit dégénérée. Après, on appelle ça le cancer, maladie auto-immune. Ok. C'est Est-ce, juste qu'elle elle fonctionne plus dans son fonctionnement normal. est-ce que les abeilles bénéficient des bénéfices de ce venin pour elles-mêmes quand elles ont, elles aussi, des cellules qui ne sont plus saines? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive pour elles? Alors oui, euh, mais alors c'est comment dire c'est efficace jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine limite. Par exemple, je vois des exemples d'abeilles qui sont touchées par des produits chimiques, Hmm. de traitement de culture, de choses comme ça. C'est pas suffisant par exemple, pour ça. Pourquoi c'est pas suffisant? C'est une question de quantité en fait. Enfin, de ce que je vois là, c'est que la quantité de produits chimiques reçus est tellement importante qu'en fait, ça entraîne la mort de l'abeille euh, avant qu'il y ait pu y avoir, enfin, Hmm. avant, parce qu'il n'y a pas suffisamment de, enfin, il y a trop de quantité d'agresseurs par rapport à la quantité d'éléments Mhm. enfin, du poison, enfin, Hmm. de cette substance. Oui, c'est son système est débordé, quoi. Ça va. Oui, c'est ça, Hmm. oui, oui. Ok.
Est-ce qu'il y a, de façon plus large, si tu observes tout le vivant et toutes les espèces qui sont porteuses de venin, est-ce que tous les venins ont ces propriétés-là, cette efficacité-là sur les cellules qui sont non saines, ou est-ce que c'est propre aux abeilles? Euh, alors, pour le moment, de ce que j'en vois, c'est propre aux abeilles. C'est vraiment une spécificité qui est liée à tout ce qui est de leur production aussi de miel, qui est très, comment dire, euh, nettoyant, enfin pas nettoyant, Mm. assainissant. Tout ce qui est gelée royale, etc. Tous ces produits-là sont extrêmement déjà assainissants, nettoyants, purifiants, mais ils ont un taux vibratoire qui est extrêmement élevé. Ok, Ce que je vois pas chez tous les autres venins, dans tous les autres venins. ok. Il me semble qu'effectivement, on peut prélever du venin de serpent. Alors, je ne connais pas l'espèce de serpent auquel on prélève du venin, mais trouve l'un de ces Oui, prélèvements auprès d'un serpent pour voir un peu, comparer la vibration. parce que je voyais, j'avais déjà une comparaison entre trois, le venin de l'abeille, le venin de serpent et le venin de scorpion. Et dans les trois, c'était dans cet ordre-là, en fait. Le venin de scorpion était très peu vibrant et Mm, le, enfin pour les soins, mm. le venin de serpent, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, j'en vois pas qui soit vraiment très intéressant. Ah oui, si, alors, il y en a qui effectivement sont utilisés comme contrepoison, Ok, de ce que je vois, certains venins de serpent. ok. Et ça vibre comment le venin de serpent? Par rapport à celui de l'abeille, par exemple. Est-ce que tu perçois des couleurs, quelque chose, une forme? Comment est-ce que tu perçois ça? Le venin de serpent, je le perçois avec une vibration beaucoup plus matière physique et avec une vibration éthérique moins haute que le venin d'abeille. D'accord, ok, très bien. Et justement, d'un point de vue éthérique, même ésotérique, à quelle conscience est-ce que les abeilles observent le niveau subliminal d'une abeille ou des abeilles? Qu'est-ce qui se présente? Alors, au premier niveau, au niveau subliminal le plus proche d'une abeille, ce que j'observe, c'est qu'elles sont reliées entre elles. Déjà, toutes entre elles, c'est comme un espèce de fonctionnement en, en, en en harmonie, en fait, en Mhm, co-fonctionnement. Euh, un peu comme si on pouvait symboliser ça par l'instinct. mhm, Ensuite, donc ça c'est au niveau où elles sont reliées entre elles. Ensuite, elles sont reliées toutes par à leur reine. Il y a un lien qui les au niveau éthérique, voilà, au niveau de leur champ de conscience, qui les relie à leur reine. alors, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça fait comme je te dis ce que je perçois, hein. Est-ce que ça fait comme l'arène avec un champ de conscience qui est comme une grosse boule et puis comme des rayons avec des petites boules au bout et ces abeilles, ces ouvrières et autres? Comment toi tu te représentes ça? Oui, oui, c'est ça. Moi, je le représentais un peu différemment, mais
avec une autre forme géométrique, mais c'est ça en fait. C'est que, euh, en fait, elle n'est pas reliée à vraiment à chaque abeille. Enfin, Mm. elle est reliée à chaque abeille, mais de façon indirecte à travers ces différents champs de conscience. Tu as le champ de conscience individuel de l'abeille qui est relié au champ de conscience de son groupe. Si elle est butineuse, si elle est soldat. euh, Ensuite, ce champ de conscience-là est relié au champ de conscience de la ruche. Donc, l'interconnexion entre les abeilles. Et ensuite, ce champ de conscience-là est relié au champ de conscience de la reine. Ça Donc, crée ça, comme ça une fait comme une arborescence. forme, Excuse-moi, vas-y, ça fait comme une forme. une Décris-moi, arborescence, une décris-moi. forme de losange. C'est-à-dire que le champ de conscience de l'abeille individuel est assez restreint, c'est limité. Il est connecté à un champ de conscience un peu plus grand qui est celui de son groupe et à un champ plus grand qui est celui de la ruche. Et ça, c'est la partie du losange la plus large. Et ensuite, ça se resserre tout de suite vers la connexion avec la conscience de la reine. Ok. Bon, tu gardes cette image en tête. Pour ton retour, tu me la dessineras. D'accord? Oui. Ok. Et comparativement avec les consciences humaines, comment prend encore plus de hauteur? Tu gardes cette image-là de concernant les abeilles et regarde l'humain comment ça se Alors présente. l'humain, lui, alors lui, c'est des couches les unes sur les autres, mais à travers toutes ces couches, donc toutes les couches comment on peut appeler ça, les conditionnements, les formations, tout- tous les groupes, oui, toutes les couches qui s'accumulent les unes par-dessus les autres Mhm. et qui finissent par créer finalement des sortes d'égrégores. Mais donc lui, je le vois relié, donc enfin, il y a toutes ces couches au-dessus de lui, mais à travers, il y a la conscience. Il y a la conscience qui est comme une espèce de rayon lumineux, on va dire, de trait Mhm. qui traverse ces couches. Ok. Et est-ce que euh, en tant qu'humain, est-ce que notre conscience, elle est aussi reliée à une conscience collective liée à notre famille, à notre société, à notre pays, tu vois, un peu comme ce que tu me décrivais pour l'abeille, ou est-ce que c'est différent? Alors, c'est que en fait, c'est différent parce que l'abeille, je voyais vraiment ce mouvement, c'est qu'elle était connectée à au champ qui était tout de suite connectée à elle, enfin avec laquelle elle était connectée. Donc l'abeille individuelle avec le champ de conscience de son groupe. Mhm. C'était vraiment un mouvement euh, de ce type-là, une connexion de ce type-là. Alors que l'humain, ce que je vois, c'est que l'influence, enfin, il y a une influence dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce sont toutes les couches d'influence Mhm. qui viennent agir sur la conscience. Et en fonction de l'état de conscience de la conscience, Mhm. eh bien, les couches sont, enfin, les influences, les couches sont plus ou moins influentes. Et donc, du coup, la conscience telle que je la visualise, cette espèce de rayon lumineux, Oui. peut être plus ou moins, alors quand on arrive dans les sphères plutôt proches de la matière et dans la matière, peut être plus ou moins écrasé ou, ou euh, il y a moins de lumière, moins Ok. lumineuse, moins puissante, avec moins de possibilités, Observe avec d'un moins de point de vue capacité. vibratoire à travers ces couches-là vers la dimension physique.
Est-ce que tu as une modification du champ vibratoire de la J'ai pas conscience? compris la question. J'ai pas. Maintenant, ce que tu observes Ça, de l'être humain, le faisceau lumineux de la conscience, là, que tu perçois. Oui? c'est quoi la question? Ouais. Eh ben, Alors, c'est le champ vibratoire, comment est-ce qu'il évolue? le champ vibratoire de la conscience, pas de l'influence, pas des influences. Bah, tu m'as dit que la conscience était subie aux influences, ou j'ai mal compris Donc, peut-être. donc tu veux dire, oui, non, non, c'est ça. Tu veux dire comment évolue le champ vibratoire de la conscience par rapport aux influences? Oui, Ah oui. Euh, regarde la fluctuation. S'il y en a une, bien sûr. Regarde le mouvement de la vibration. ah oui, ok. Bah, ce que je vois en fait, c'est que la vibration diminue de la conscience, mais c'est vraiment pour se protéger en fait. En quoi ça la Elle protège? diminue. Bah, parce qu'elle offre moins de prise en fait. C'est comme si elle voulait se densifier pour que son intégrité primordiale ne soit pas touchée. Ok, de ton point de vue à toi, Claudia, est-ce que ça c'est efficace de procéder dans ce sens-là? Alors oui, c'est efficace, mais par contre, ça perd le contrôle avec, ça perd le lien, pardon, le lien avec le niveau physique. Et, euh, et même, oui, à force, ça perd même, ça fait des coupures avec sur le lien avec, enfin, sur la circulation vibratoire de l'âme, parce qu'en fait, de la conscience. Parce qu'en fait, la conscience, elle n'est pas, je sais pas comment expliquer ça. Je la vois pas une comme ça, une entité finie. Elle est, euh, elle est mouvement et circulation. Donc du coup, ce que j'observe, c'est que à, à un moment, on arrive donc sur ce niveau de conscience le plus proche du corps, qu'il soit physique ou éthérique, à une comment je vois que la lumière, elle diminue, elle change. C'est plus de la lumière pure de vie, elle est très altérée. Et donc du coup, ça, c'est pas que ça coupe, c'est que ça euh, interrompt, voilà, ça interrompt la circulation énergétique et vibratoire. C'est Mais ça pas clair, m'interpelle hein? beaucoup. Ça m'interpelle beaucoup parce que si elles procédaient autrement, les consciences, il serait possible pour elles de préserver leur intégrité et leur état vibratoire, même dans la matière. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui les en empêche de le faire naturellement, de garder leur Alors là, mouvement jusque dans l'incarnation, sans s'ankyloser comme ça? alors ce qui vient, je te dis ce qui est venu, c'est Mm. la non-interférence avec l'expérience. C'est-à-dire, précise-moi ce que ça signifie. Ah oui, bah ça, j'ai déjà vu ça. Ah oui, ok. C'est l'expérience se déroule. Mm. Le niveau physique doit faire en sorte de rester en lien avec son niveau subliminal, avec tout le process de circulation d'énergie de la conscience, et que s'il n'y a pas d'action, d'alignement du niveau physique dans l'intention de, de renouer ou de maintenir avec cette circulation, eh bien, il n'y a pas d'action de la part de la conscience pour non-ingérence. Ok, carrément. Très bien. Et si tu compares euh,
bah, ce que tu viens de me décrire, excuse-moi, avec le champ vibratoire des abeilles. Est-ce que elles aussi, elles ont cette perte au moment de l'incarnation, cette densification, cette protection, ou au contraire, ou c'est très différent? Oui, il y a la perte. C'est- Alors attends, je vais aller voir plus. Oui. Alors oui, là, de ce que je vois, euh, pour une conscience qui s'incarne dans une abeille, cette expérience-là, elle la dissocie d'elle. C'est-à-dire que il y a une mémoire d'elle holographique dans l'abeille, mais l'expérience se déroule de façon autonome. Et c'est à la décorporation, enfin c'est à la mort physique de l'abeille qu'elle récupère cette mémoire. Ce- ce- Il y a quoi dans cette mémoire comme information? Bah, en fait, c'est une mémoire quand on se positionne du point de vue de l'abeille, mais du point de vue de la conscience, c'est pas une mémoire, c'est juste une. Alors c'est pas une partie d'elle, c'est pas une projection d'elle, je sais pas comment dire, c'est oui, le seul truc qui vient, c'est une pièce holographique, quoi, un truc holographique. Je sais pas si on peut dire un holographe d'elle. Donc du coup, elle, elle, si tu veux, elle est jamais vraiment séparée de ça. Enfin, je veux dire, elle est pas coupée. Elle récupère, enfin, elle récupère. Elle, elle a accès aux informations, mais elle n'agit pas. Elle n'a pas d'action sur l'expérience. Donc, que ce soit pour l'humain ou pour l'abeille, il n'y a pas d'action de la conscience sur l'expérience. Pour le cas de l'humain, s'il y a une non-ingérence Non, physique, il n'y a pas d'action de la conscience sur l'expérience. Si, alors, oui et non. Oui pour l'humain, c'est possible. Non pour l'abeille. L'abeille, effectivement, je vois que ça se déroule. Elle laisse faire tout le système des différents champs et comment on appelle ça, nous, pas les grégores, mais oui, les grégores de l'espèce, le, oui, le le système de fonctionnement, l'espèce. Je oui, sais le pas. système de l'espèce, le fonctionnement, at- euh, comment on dit, instinctif, en fait. Donc, oui, c'est plus instinctif et collectif, C'est ça, c'est ça? voilà. Mais oui, mais pour l'humain, là, c'est différent parce que l'humain a la possibilité et la capacité. C'est une expérience à part entière dans le sens où il a, ben, ce qui vient, c'est le mot de libre arbitre, c'est-à-dire qu'il peut décider, enfin qu'il décide consciemment ou non, euh, de se couper, enfin de ne pas rester en lien avec son essence originelle. Tu vois, c'est lui qui là a ce pouvoir de décision, cette capacité de décider, de Pourquoi est-ce que rester en lien. dans le vivant, le vivant a permis ce pouvoir de décision? Est-ce que c'est un phénomène naturel et volontaire, accidentel? C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a permis à une espèce de sortir de ce côté instinctif, collectif? Je suis le fil hein, des informations.
c'était un autre type d'expérience, euh, avec un autre niveau de conscience qui n'était pas donc une expérience de conscience uniquement collective, avec oui, je vois que c'est une autre sorte d'expérience. C'est une autre capacité du vivant. Mais si tu veux préciser ta question pour que j'aille voir autrement. Je sais pas exactement comment préciser ma question, je t'avoue, parce que tout fait partie du vivant, même ce qui pourrait être exogène à la Terre et avoir voulu avoir une influence sur le vivant de la Terre. Donc ma Oui, alors question, là, ce oui, effectivement, serait, quand je disais le mhm. vivant, là, ce que je voyais vraiment, c'était le vivant terrestre et physique, nature, des choses naturelles, enfin non, des choses non humaines. Donc l'humain est né d'un processus euh, naturel, un niveau de conscience propre à la Terre, à la nature de la Terre. Attends, alors, du coup, c'est quoi ta question? Qu'est-ce que tu veux que j'aille voir? Est-ce Si que, la particularité de l'être humain à pouvoir décider et avoir un libre arbitre et à se distinguer de sa conscience, est-ce que cette expérience-là, elle est née d'un niveau de conscience qui est propre à la Terre, issu de la Terre, de la conscience de la Terre, ou qui vient d'ailleurs, d'une autre conscience? attends, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait d'autres expériences comme ça qui étaient menées d'expériences humaines en dehors de la Terre, mais je suis pas sûre finalement là, je vois ça, mais redis-moi ta question. Est-ce que nous, humaines, là, toi comme moi, est-ce que ce que nous sommes est une expérience qui résulte de la volonté de la conscience de la Terre ou une autre conscience? Ah, attends, ouais, je vais redescendre parce qu'il y a le mental qui revient. Bah alors, ce que je vois, c'est que à l'origine, euh, alors là, par contre, bon, alors, ce que je vois, c'est que au début, c'était une expérience qui correspondait à l'expérience animale, donc avec le même système de fonctionnement, Mhm, et que ça a été modifié, donc par intervention extérieure, mhm. exogène, pour obtenir ce qu'on a là. Par contre, ça m'a fait revenir dans le mental. Et là, je me suis dit, mais où est la conscience? Est-ce que la conscience était là avant ou pas? Ah bah regarde, question très intéressante justement, effectivement. Qu'est-ce qui habitait les hommes primordiaux avant qu'ils soient potentiellement subis à une intervention exogène? Oui, donc faut que je me concentre parce que moi j'ai les informations que je connais, que j'ai entendues qui viennent. Donc il faut que je. Mais tu respires et tu laisses venir à toi ce qui vient et tu les prononces et tu sentiras à la vibration si ça vient du mental ou si ça vient de l'information, de l'éther. Alors ce qui vient, c'est que en fait, dans l'humain primitif, Oui. il n'y avait pas d'âme comme celle qu'on a nous. C'était plus le système, enfin l'âme enfin la conscience, pardon, la conscience qui fonctionnait comme on a vu tout à l'heure pour les abeilles, Mhm. pour les animaux, à travers tout ce système de OK. holographique et de voilà de race, et que l'intervention exogène Mm. euh, a fait intervenir, a créé la possibilité de faire descendre dans l'homme animal une conscience
pour s'incarner. En fait, eux, les interventions, ceux qui sont intervenus, là, Oui. les exogènes, avaient, eux, déjà été comme ça. Ils étaient déjà des consciences incarnées. Mhm. Et donc, en fait, ils ont reproduit ce schéma sur l'homme animal. Est-ce que c'est clair là comme ça? Oui, oui, je comprends. Oui, Ok. voilà. Ok, d'accord. Très bien. Donc, on tient cette faculté de leur intervention qui nous a du coup sorti quelque part de la dimension purement animale et collective. Oui, c'est ce que je vois là. D'accord? Alors, dernière question. Qu'en est-il des animaux domestiques aujourd'hui? On leur prête une conscience, une identité, une personnalité. Est-ce que, est-ce qu'il y en a certains qui ont évolué tout comme nous, on a évolué avec l'intervention de ces êtres exogènes, ou est-ce qu'ils sont encore tous les animaux soumis à quelque chose de collectif comme les abeilles? Alors c'est là qu'intervient le mot que j'ai utilisé tout à l'heure de mémoire en fait, cette mémoire holographique, parce que du coup, et- même dans l'abeille, il y a toute la conscience telle qu'elle est, avec Mm, toutes ses expériences. mm. Mais c'est juste que elle, c'est juste une mémoire qui n'est pas active. Alors que dans les animaux proches de l'homme, cette mémoire, elle se réactive en fait au contact de l'humain. Plus ou moins, pas du tout comme, pas forcément comme nous, mais à des stades différents, effectivement. Mais est-ce que la proximité d'avec nos consciences à nous et les échanges qu'on peut avoir avec eux de conscience à conscience, du fait de ces mémoires qu'ils portent en eux, est-ce que ça pourrait un jour les amener à avoir ce libre arbitre, tout comme nous? Est-ce que c'est une possibilité, ça? Alors, pour ça, il faudrait que, oui, si, si, mais c'est déjà le cas. Euh, C'est pas pour tous, par exemple, mais au niveau subliminal. Mais effectivement, je vois que pour certains chats, c'est le cas. Les chiens, c'est moins fréquent. Euh, Ils sont plus impactés par leur humain. Et donc, du coup, le choix du libre arbitre, enfin, le développement du libre arbitre, il est moindre. ok. Ah, j'avais dit que c'était la dernière question. Est-ce que je peux t'en poser une autre? Bah oui. Du coup, je me dis, comme ce sont des consciences qui sont malgré tout différentes des nôtres, est-ce que quand nous, on se décorpore et qu'on redevient donc pure conscience, est-ce qu'on a la possibilité de s'incarner en tant que conscience qui quitte l'expérience humaine dans dans un animal? Ou est-ce que du coup, c'est plus possible? Alors, je vois pas les choses comme ça. En fait, je vois que les incarnations sont en même temps, en fait. Et là, Mm. je vois des humains qui ont en même temps d'autres expériences d'animaux. Ok. Mais Mais oui. donc, du coup, j'essaye de chercher comment. Bah, que dire aux personnes qui rêvent de se réincarner en chat, par exemple? Ils le sont déjà? Oui, qui le sont déjà. Et que donc, eh bien, quand ils éteindront cette expérience-là, eh bien, ils peuvent, comment dire, conscientiser leur expérience de chat. Ok. Très bien. Bon, je te remercie, Claudia. Respire Mhm. profondément.
Mais tu vois, je vois aussi encore euh, ces espèces de, 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 comment dire, de visites, d'aller-retour vers les autres expériences justement qui se déroulent Oui. pour pouvoir en retirer des choses à utiliser dans cette expérience-là, dans cette vie-là. Est-ce que c'est quelque chose que c'est un processus naturel qu'on fait spontanément sans peut-être s'en rendre compte de façon inconsciente? Ou c'est quelque chose Alors qu'il à un faut qu'on certain niveau, provoque? oui, parce qu'à un certain niveau, oui, on le fait, mais enfin, on en retire très très peu de choses de façon consciente. Ouais. Et donc, ce serait intéressant de le faire de façon consciente, de vraiment se dire, OK, je sais que le temps est une notion, il y en a même qui disent que le temps n'existe pas, donc, et que toutes les expériences déroulent là. Et ce serait intéressant pour l'humanité, pour nous en tant qu'humains, comme toi comme moi, d'explorer nos autres expériences pour en tirer les connaissances qui pourraient nous être profitables dans notre incarnation là en tant qu'humains. Bah oui, là ce que je vois, c'est que c'est le développement logique de l'humain, de pouvoir créer des nouvelles connexions neuronales qui continuent à le faire progresser. C'est une des lignes de temps possibles, c'est que l'humain progresse au lieu de régresse, et il progresse grâce aussi à ce système-là. Donc, grâce à la récolte de toutes ces expériences, des connaissances Oui, qui tirent de toutes ces expériences. c'est ça, oui. Ok, très bien. Et tu vois, je vois que ça agit au niveau neuronal et que ça agit au niveau génétique, au niveau des gènes. C'est-à-dire que même, Ça, ouais, vas-y, développe. ça crée des connexions neuronales, donc de nouvelles capacités. Hmm. Et, euh, et du coup, ça active des gènes. Ça active des gènes. Ok, d'accord. Oui. Et si on part du principe qu'on est sans doute abeille en même temps qu'on est en train de se parler, ça voudrait dire que si on se connecte à cette expérience-là, on peut bénéficier dans notre génétique de leur faculté de guérisseuse, de traiter les Hmm. cellules qui sont malades. Ah oui, je le vois, oui, effectivement. Et sans avoir besoin de la matière physique, parce que là, c'est juste par onde vibratoire, par fréquence, selon la fréquence de ce que l'on veut soigner. On choisit la fréquence qui va soigner cette désharmonisation fréquentielle. Comment est-ce qu'on choisit cette fréquence? Alors là, ce que je vois, c'est qu'il faut... alors, il y a peut-être d'autres moyens, hein, mais là, Oui, celui oui. que je vois, c'est beaucoup d'alignement, beaucoup de présence. Mm. Une grande intériorisation, c'est un état quasi modifié de conscience, Oui, oui. mais vraiment dans un alignement très pur parce que même je vois que c'est même presque plus facile de le faire pour quelqu'un d'autre que soi. Et comment est-ce qu'on le fait pour quelqu'un d'autre que soi? Et ben en fait, on syntonise les deux fréquences, c'est-à-dire que on identifie par exemple, l'organe malade, la zone malade, on identifie sur quelle fréquence elle vibre. Mhm, Et sur quelle fréquence elle doit vibrer quand elle est saine, mhm. ou pour le processus de recouvrer la santé. Enfin, oui. Et on va chercher, donc, par exemple, si c'est chez l'abeille, la fréquence. euh, donc, ça peut être le venin, ça peut être le miel, ça peut être la gelée royale, ça peut être, je vois même une substance qu'elles ont dans la trompe. Enfin, voilà, la fréquence qui correspond à l'organe malade. Et ensuite, venant de l'extérieur, on va syntoniser les deux. C'est juste un... Et ces On fréquences pour connecte. les identifier de façon consciente. Est-ce qu'il faut justement se mettre en état modifié de conscience, comme tu disais, avec cet alignement?
et de d'augmenter nos fréquences cérébrales. Quand je te dis augmenter nos fréquences cérébrales, est-ce que ça correspondrait aux ondes gamma du cerveau pour obtenir l'information des fréquences, la lecture de ces fréquences? Est-ce qu'il faudrait atteindre Bah, ces ondes-là alors je ne sais pas si c'est induit, mais ça vibre, oui. en bêta? Euh, Alors, ah, alors c'est non, mais il faut du bêta, il faut qu'il y ait du bêta à un moment ou à un autre. Hmm, Il faut que c'est comme une espèce de calque transparent dessous. Il faut qu'il y en ait. Je sais pas, ok. je sais pas si ça t'évoque quelque chose, hein. Moi, Non, ça mais évoque je rien. vois surtout les niveaux d'ondes. En fait, le sommeil, c'est delta. Ensuite, quand tu montes, c'est θ. Tu montes en conscience, c'est alpha. T'es conscient en bêta et t'es super conscient en gamma. Mais il y a peut-être d'autres ondes, je ne sais pas tout, malheureusement. C'est-à-dire que oui, c'est un état d'être, mais qui doit être le moins pollué possible par les influences extérieures ou intérieures. Mm. Par exemple, si on travaille sur soi-même pour un problème de santé grave ou un problème de santé, il va y avoir des influences euh, qui vont nous limiter parce qu'il va y avoir la peur, il va y avoir enfin, les peurs. Mm. La peur de se tromper, la peur de mal faire, la peur de ne pas le faire comme si, de pas. Les peurs vont, c'est ce que je vois qui limite beaucoup la capacité à faire ça. Ok, Les donc c'est peurs, vraiment les un état doutes. d'être ultra focus sur ce qu'on veut obtenir, dépourvu et se couper de l'information de temps, d'espace, d'environnement, s'affranchir de tout ça. Oui, et avant même d'arriver dans cet état d'être, il faut être dans un état déjà très. Je, Conscient? je- j'arrive pas à traduire ça. Non, détaché, détaché, Mm, très très détaché de ce qu'on vit, mm, de ce qu'on est, de. Et c'est pour ça que ce que je voyais tout à l'heure, c'est que c'était très difficile de pouvoir faire cette syntonisation de fréquences de soins sur nos fréquences malades, mm, parce que justement, on n'est pas assez détaché. mm. Ok. Et que c'était plus facile qu'un tiers le fasse pour soi. Mm, mm. Ok. Parce qu'il a le recul et le détachement. Oui. Ok. Bon, bah, je te remercie, Claudia. Il est temps pour toi de rentrer de ce voyage. Alors tu déconnectes de tout ce que tu observes. Tu déconnectes de tout et de tous, Claudia, maintenant. Déconnecte. Voilà, tu es dans ton espace à toi, dans tes fréquences à toi. Voilà. Tu te centres, tu te ressens, tu te perçois, ton rayonnement, tes fréquences. Tu commences déjà à les moduler, à les harmoniser pour ton retour dans ton incarnation, dans cette expérience d'humaine en 2025 sur Terre. Tu respires profondément, tu crées pour toi la pétillance, la joie, le bonheur, la sérénité. Et tu sens que ton corps est déjà de plus en plus léger, que tu respires déjà de mieux en mieux. Tu sens ton cœur battre dans ta poitrine, avec vitalité et intensité. Ton corps a envie de se mouvoir, il a envie de croquer la vie à pleines dents. Tu perçois la pièce dans laquelle tu te trouves, l'aménagement, les odeurs, les bruits environnants. Tu deviens de plus en plus consciente et présente, présente dans ta réalité, dans ton incarnation. Nous sommes le 3 août 2025. Il est 17 heures. Oui, Et tu peux merci. revenir. Ici et maintenant, Claudia. Ah, oh, merci. J'aime bien la façon dont tu me ramènes. Ah, c'était trop bien. Bah, tant mieux.